Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 145. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu mon cher Thiergo? Tu as toujours ton Eli Manning Hall of Fame que tu garderas jusqu'à ce qu'il soit Hall of Fame, c'est ça le délire? C'était ça, ouais. C'est beaucoup mieux que Eli Manning qui fait un double doigt d'honneur. On va dire que pour les audiences plus jeunes, si on en a, quoique je pense que la moyenne de nos auditeurs est plutôt autour de 30-40 ans, Ouais, on va dire que cette image, cette double image d'Eli Manning est plus classe. Et il faut que cette erreur de l'année dernière, enfin non, de cette année d'ailleurs, puisque la classe est intronisée cette année, soit rectifiée très rapidement. Ouais, bon, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va s'atteler à parler de la saison prochaine, puisque quand on enregistre ce podcast, on est mi-juillet. Il y a eu, on n'a pas encore commencé le training camp, bien sûr, qui va commencer à la fin du mois. Sachez que si vous voulez aller au training camp, vous pouvez y aller. Il y a des places qui sont offertes. Ça, c'est toujours un truc que j'aimerais faire un jour, c'est me prendre un billet d'avion pour quelques jours et aller faire 2 jours de training camp. Ça doit être incroyable. Je pense que ça doit être encore mieux que de voir un match presque, d'avoir les joueurs, tu sais. De si proches comme ça doit vraiment être génial. J'aimerais vraiment faire un truc comme ça. Ouais, ça va être une bonne expérience en effet, je pense. Je suis d'accord. Juste avant, je voulais aussi, avant qu'on commence ce podcast, donc où on va parler de 5 raisons d'y croire et 5 raisons d'être inquiet pour la saison prochaine, je voulais juste te faire un rappel sur le Patreon parce qu'on a une personne qui nous a contacté et qui a dit « Ah là là les gars, c'est compliqué de trouver le lien du Patreon, quand vous en parlez, ça va un petit peu vite. » Alors sachez que si vous voulez soutenir le podcast, soutenir le blog, soutenir tout ce qu'on fait, vous pouvez aller sur le Patreon, patreon.com/onlyagiantpodcast. Si vous ne trouvez pas l'adresse, c'est normalement dans la description de la vidéo YouTube. Donc voilà, si vous allez dans la description de la vidéo YouTube, il y a le lien, vous le trouverez. Et si jamais vous ne le trouvez pas, vous pouvez aller sur le blog. Il y a un lien sur le blog qui permet d'aller sur le Patreon et pouvoir soutenir le podcast, le Twitter, les différentes chaînes que l'on a et toutes nos initiatives. Finalement, Et au je pire, rappelle... tweetez-nous. Ah oui, au pire, vous nous envoyez un message. Alors, il faut aussi, voilà, si vous avez Twitter, vous pouvez me contacter sur Twitter ou Thiergo sur Twitter aussi, enfin X maintenant, ou nous contacter via, je sais pas qu'est-ce qu'on a comme autre contact, comment on peut nous contacter. On est sur Blue Sky, on est sur Instagram. Enfin, je sais pas si Only a Giant et si tu as créé un compte Blue Sky. Si, il y en a un sur Instagram. Ça s'appelle pas Only a Giant, c'est Giant France, je crois, mais il y a un Instagram. On a le Discord aussi. Si vous voulez nous rejoindre sur Discord, sachez qu'il y en a un. Donc, n'hésitez pas à commenter pour qu'on vous envoie le lien. Parce que je crois qu'on avait généré un lien, mais ça peut pas être valable trop longtemps. Donc, voilà, on peut vous envoyer des liens pour nous rejoindre sur Discord. On essaye d'échanger. Et c'est assez cool, d'ailleurs, ce petit Discord. Et dernier point que j'évoque aussi, on se retrouve pour le premier match de la saison. On va se retrouver dans un bar avec les différentes personnes qui sont sur Paris ou autour de Paris et qui ont envie de faire le déplacement. Donc, on va se retrouver à plusieurs fans des Giants dans un bar à Gare du Nord, le Bellucci's Gare du Nord, pour aller mater le match tous ensemble, boire quelques bières, manger un burger. Et puis voilà, on essaye de... On l'avait fait l'année dernière, ça a très bien marché, c'était très cool et on va le refaire. Moi, j'étais pas là l'année dernière, mais je me rappelle d'il y a 10 ans quand la communauté de TDA se retrouvait, Touchdown Actus se retrouvait au Bellucci's pour aller regarder la Red Zone. J'adorerais être là avec vous, mais je suis malheureusement un peu loin. Je crois qu'il sera 3h du matin quand ce match va passer en Australie. Je vais me lever de toute manière pour le regarder en direct, mais en tout cas, je serai avec ceux qui se retrouvent au Bellucci's, vous serez dans mes pensées. Ça, c'est sûr. Tu voudrais qu'on t'appelle sur WhatsApp? Bah ouais, on se fera un petit appel. Ouais. Ça marche. Tu mettrais un slip au moins quand même, parce qu'à 3h du mat... Ouais. Bon, alors, après toutes ces informations, 5 raisons de s'inquiéter, 5 raisons d'y croire. On a essayé de brainstormer un petit peu et on va parler de ces 5. Alors, on s'est déjà mis d'accord avec Thiergo et on va pas arriver chacun avec nos raisons et comparer. On a quelques éléments. On va commencer par les raisons de s'inquiéter. Je pense que c'est mieux de faire comme ça. On commence par le potentiel négatif parce que ce qu'on va vous dire là, ça ne veut pas dire que ça va être avéré non plus. C'est qu'est-ce qui peut se passer. On essaye d'anticiper un petit peu ce qui peut se passer sur la saison. La première, alors là, pour le coup, il n'y a pas trop de discussion, on le sait, c'est ce calendrier qui est le plus difficile de la ligue. Ça, voilà, ça veut pas dire qu'on va pas gagner de match, ça veut juste dire que potentiellement, ça risque d'être quand même compliqué. Ça fait plusieurs années qu'on a des calendriers difficiles. Quel est ton avis, toi, Thiergo, sur ce calendrier? Quel impact tu penses que ça peut avoir sur notre saison, ce calendrier le plus difficile en fonction, attention, je rappelle, le plus difficile en fonction des équipes,
par rapport à leur record de l'an dernier. Donc ça se trouve cette année, si on recalcule avec les victoires qu'ils vont faire, ce sera peut-être pas exactement ça. Mais en tout cas, voilà, ça reste un calendrier difficile. Quel impact tu sens, toi, sur notre saison? Est-ce que tu sens que ça peut vraiment nous poser des problèmes? Ouais, alors je vais faire le lien avec le podcast du Front Office auquel j'ai participé il y a quelques semaines et l'épisode a été publié la semaine dernière si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter. Donc Plax, je sais que tu ne l'as pas encore écouté, je suis très blessé d'ailleurs. Non, bon, blague à part, on en parlait justement pendant cet épisode et ce qu'on se disait avec Alex et Trey, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on commence la saison avec, enfin, les 10 premiers matchs avec une seule victoire. Et c'est quand même d'une violence inouïe de commencer à une victoire pour 9 défaites. Hein. Pour rappel, alors, j'ai plus le calendrier sous les yeux, mais on commence avec les Commanders. Il me semble que juste après, on a les Cowboys et que ensuite on a les Chiefs. Donc on a deux rivaux de division. C'est pas ça? Ouais, voilà. Donc en tout cas, deux rivaux de division. On a le participant du Super Bowl, enfin la deuxième meilleure équipe de la saison 2024. On va affronter les Eagles sur une période de 3 semaines avec une semaine courte, il me semble, pour le match aller. Donc tout ça, je vous le dis de mémoire. C'est quand même c'est costaud quoi comme programme. Et ça risque, si pire des scénarios, on n'a aucune victoire ou on est à une ou deux victoires sur la première partie de saison, il faut voir comment est-ce que ça va affecter le moral des joueurs et aussi la volonté de certains joueurs à jouer malgré des blessures. Parce que on sait par exemple qu'on parlera des blessures un peu plus tard, mais Dexter Lawrence s'est fait une blessure à l'épaule. Je pense que si on avait des chances d'aller pas à l'épaule, excusez-moi, au coude. Si on avait eu des chances en fait d'aller en playoff, à mon avis, Dexter Lawrence se serait bougé pour pouvoir revenir sur le terrain. Là, il a dû se dire bon, la saison est cuite, je vais me reposer. Et il a eu raison d'ailleurs. Hein. Ouais, oui. Mais tout ça pour dire que ce programme très très compliqué risque d'avoir un coup sur le moral de l'équipe et ça va affecter aussi comment est-ce qu'on aborde la deuxième partie de saison. Alors ouais, je reprends les premiers parce que c'est vrai que la manière dont tu commences une saison, c'est rare qu'une équipe commence avec un bilan très négatif et puis à la fin de la saison, il y a un sursaut d'orgueil et gagne plein de matchs à la fin. Je dis pas que c'est pas possible, mais voilà, souvent tu as envie de bien commencer. Donc tu l'as dit, c'est les Commanders chez eux, les Cowboys chez eux. En fait, on reçoit les Chiefs chez nous. Donc le premier match à domicile, c'est contre les Chiefs. Voilà, il y a quand même plus simple. Après, on reçoit les Chargers qui sont une bonne équipe. Les Saints, c'est peut-être le premier match accessible, on va dire, c'est les Saints. Pour autant, est-ce que ça veut dire, et après il y a Eagles, Broncos, Eagles, est-ce que pour autant ça veut dire que on peut pas gagner un des deux premiers matchs contre les Commanders et les Cowboys? Je sais pas, moi les Commanders, tu vois, les recevoir sur la première semaine, ça me plaît bien en fait. Alors l'an dernier c'était une catastrophe, enfin ça fait 2 saisons que c'est une catastrophe, nos premiers matchs de la saison. Mais c'est toujours bien, je trouve, d'avoir une équipe difficile sur le premier match parce que il peut se passer un peu tout, l'équipe peut être moins préparée, voilà, ça peut être jouable. Après, les Cowboys, cette année, bon, ça fait plusieurs années où c'est pas non plus une équipe incroyable. Voilà, c'est pas les Eagles, ils font pas peur comme les Eagles, et ça paraît plus jouable. Donc, en fait, avec l'intersaison qu'on a eue, avec les arrivées qu'on a eues et potentiellement ce que peut donner cette équipe, alors on n'en sait rien du tout, mais j'ai moins peur maintenant d'affronter ces équipes-là que je ne l'étais potentiellement à la fin de la saison dernière où c'était vraiment catastrophique. Et d'ailleurs, il y a un sentiment, ça c'est ce qu'on écoute dans tous les podcasts, il y a un sentiment un peu de positivité, un nouvel élan, et on sent qu'il y a un nouvel élan dans cette équipe avec ce qui a été fait à l'intersaison, avec la draft, avec l'arrivée de joueurs qui donnent une mentalité différente à cette équipe. On espère que ça se traduira sur le terrain, mais on n'a pas ce défaitisme que l'on pouvait avoir à la fin de la saison. Et en plus, le fait qu'on arrive dans une nouvelle saison, forcément. Mais globalement, quand même, les insiders disent que ils sentent une mentalité, un souffle nouveau avec l'arrivée de ces joueurs qui ont une mentalité très différente, où on avait beaucoup d'enfants de cœur. Et aussi, ça c'est un truc important, je ne sais pas si tu as entendu des choses là-dessus, mais il y avait en fait une espèce, même si on avait Malik Nabers l'année dernière en rookie, le fait que Daniel Jones était encore le QB l'année dernière, bah en fait il y avait pas vraiment d'engouement autour de cette équipe.
Voilà, ça joue beaucoup. Et je pense que là, le fait qu'on ait des nouveaux QB peut jouer aussi là-dessus. Ça remotive les joueurs. Et voilà, il y a tellement en foot américain de choses qui se jouent autour du QB que ça peut être important. Maintenant, dans tous les cas, ce calendrier, il est compliqué. Et vraiment, le truc négatif, je pense que c'est ce que tu disais, c'est que si on commence avec un bilan archi négatif, ça peut juste aller en spirale négative et on s'en sort plus, quoi. Donc il va falloir gagner dans ces matchs-là, quelques matchs en début de saison, sinon ça va être une catastrophe. Ouais, complètement. Et puis en plus, si on est vraiment dans le pire scénario avec très très peu de victoires, se pose la question de est-ce que ça va affecter le coaching staff? Est-ce que des coachs vont être virés? Alors je pense pas Brian Daboll, parce que j'ai revu en fait l'histoire des Giants. Tu sais combien de fois les Giants ont viré un coach en cours de saison depuis 1925? Est-ce que j'en ai en tête, moi? Mais je sais pas. J'arrive pas à me souvenir. Vas-y, dis. 3 fois. Et c'était C'est quand? arrivé une fois en 1930. Je me rappelle pas très bien. Juste avant Steve Owen, qui a été un coach pendant 15-20 ans, je crois. Okay. C'est arrivé une deuxième fois dans les années 70, quand les Giants étaient au fond du trou, où c'est d'ailleurs le père de Sean McVay qui a coaché les Giants en intérim pendant quelques matchs. Et c'est arrivé la dernière fois avec Joe Judge. Non, Ben McAdoo, pardon. Le Judge n'a pas été viré en cours de saison. Ben McAdoo, c'était en cours de saison? Ouais. Et qui avait pris le relais? Spagnuolo. Ah, ok. C'était juste après que Jerry Reese McAdoo a benché Eli Manning pour Geno Smith. Ah oui. Geno Smith a été sur le terrain, le match a été catastrophique. Et puis après ça, tu as Jerry Reese et Ben McAdoo qui se sont fait virer directement. Ouais, ça c'était l'erreur. Voilà. De toute façon, c'était un peu le baroud d'honneur à l'époque. C'est baroud d'honneur, on tente, on vire Eli Manning, on essaie de mettre quelqu'un d'autre. Supposément, c'est Eli Manning le problème, mais malheureusement. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'en fait, dans un scénario catastrophe, je ne pense pas qu'on verra Brian Daboll se faire virer, mais des coordinateurs se faire virer en cours de saison. Alors ça, je n'ai pas vérifié si ça arrive souvent chez les Giants, mais tu vois, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un Shane Bowen qui, à un moment, dégage et qu'on mette un autre coordinateur défensif. Ça dépend. Si ça se passe mal. D'ailleurs, c'est un autre point qu'on évoquait, justement, tu fais la transition. Il y a ce point d'interrogation autour de notre coordinateur défensif qui l'année dernière n'a pas vraiment été au niveau. Shane Bowen, coordinateur défensif, c'était notre deuxième point. Est-ce que comment tu te sens par rapport à lui? Je sais qu'on avait eu ce débat en début de saison l'année dernière. On était leader en nombre de sacs, où toi tu disais je trouve qu'il fait un boulot moyen. Et puis finalement, la suite t'a donné raison, puisqu'on a été plutôt mauvais avec une vraiment mauvaise défense l'année dernière. Alors oui, le personnel n'était pas incroyable, etc. Cette année, ça devrait être mieux, mais on en reparlera peut-être dans les points positifs. Toi, ton avis sur Shane Bowen à l'heure actuelle, est-ce que tu as confiance, est-ce que tu n'as pas confiance? Je crois savoir que tu n'es pas un grand fan de lui, mais voilà, est-ce que vraiment tu le vois comme un point négatif toujours cette saison? Tu as l'air quand même de dire que tu ne serais pas étonné qu'il dégage. Disons que c'est certainement un point d'inquiétude pour moi, parce que l'un des principaux reproches que j'avais à faire à propos de Shane Bowen, c'est qu'il relâchait la pression beaucoup trop rapidement. On a vu des matchs où, justement, en début de saison, on dominait complètement les offenses adverses. Ils n'étaient pas capables. Il me semble d'ailleurs que le match aller contre les Commanders, c'est ce qui se passe. Les Commanders sont incapables d'avancer, etc. Et puis, en fait, à la mi-temps, la défense est complètement en mode passif, laisse des complétions, des passes être complétées. Donc, il y a des big plays qui se font, etc. Et du coup, ils reviennent et ils gagnent. À côté de ça, on a justement t'as pas de pression sur le quarterback. Si, il y en avait au début, et puis en fait, dès qu'on a perdu quelques joueurs, c'était plus là. Pour moi, l'année dernière, il y avait beaucoup de négatifs. Est-ce qu'une deuxième année avec plus de contrôle sur l'effectif qu'il a pu choisir, des joueurs qui ont été signés, et aussi un coach des defensive backs différents, ça peut s'améliorer? Je demande à voir, mais c'est clair que c'est lié au premier point. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles on pourrait morfler sur la première partie du calendrier, c'est parce qu'on va se faire piétiner par les attaques adverses. Ouais, et c'est vrai que moi j'étais assez confiant en début de saison dernière et ça s'est petit à petit dégradé.
Je pense qu'il a moins d'excuses cette année. Il peut pas dire j'ai pas de personnel, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Il y a quand même une défense cette année qui a l'air. Alors, tu as plein de gens qui s'enflamment. Ouais, on va être une top 10 defense de la ligue, machin. Bon, calmez-vous, on n'a rien vu, on n'a pas joué un match. Donc voilà, mais sur le papier, c'est meilleur. En tout cas, si Shane Bowen n'arrive pas à tirer du mieux de cette défense-là et de ces joueurs-là, là, ça va être inquiétant. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que il a été conforté dans son poste. Il y avait tout à fait possibilité de le dégager et d'aller trouver quelqu'un d'autre. C'est pas ce qui s'est passé. Ça veut dire que quand même, les Giants ont confiance en lui encore au moins un an. Il joue sur le côté longévité. C'est vrai que ce qu'il a fait comme boulot quand il vient des Titans, c'est ça, Shane Bowen, si je dis pas de bêtises. Quand il était chez les Titans, rappelle-toi ce truc qu'on avait vu où tu as Brian Dabble qui fait le résumé du classement de l'équipe des Titans. Ils étaient super bien classés dans les top 10 quasiment partout dans tous les secteurs. Voilà, ça l'a conforté sur ce choix-là. Il n'y a pas de raison que. Enfin, c'est pas parce qu'il est arrivé chez nous, d'un coup, le mec est devenu teubé. Je pense qu'il a quand même une connaissance et il n'est pas tout seul, il a des assistants, etc. Donc, voilà, ça reste un motif d'inquiétude, mais c'est pas désespérant non plus. Par contre, pour lui, ça c'est clair, il va falloir. De toute façon, si jamais il n'est pas bon, ça veut dire que potentiellement Dabble va se faire virer aussi, donc il va dégager avec, donc il a tout intérêt à être bon en fait, sinon c'est sûrement la fin de sa carrière. Et ils sont dans le même bateau, ça c'est clair. Un peu tous nos coachs sont dans le même bateau, s'il y en a un qui fait de la merde, globalement ça va tirer tout le monde vers le bas et ils vont sûrement tous dégager. D'ailleurs, troisième point qui est un peu lié à ça, toujours côté défense, et ça c'était flagrant l'an dernier. Donc troisième point, une incapacité absolue à créer des turnovers. Ça avait été il y a 2 ans, 3 ans, ça avait été des choses qu'on ne voyait pas du tout et on avait pas mal de turnovers, notamment sur nos corners qui faisaient des interceptions, etc. L'an dernier, on a eu une interception au premier match un peu hasardeux sur une balle déviée et après il y a eu, on en avait déjà parlé, je ne sais plus, 10, 11, 12 matchs sans faire une interception. C'est pas possible. Voilà, ok, et on le sait, l'attaque n'a pas permis à la défense d'être dans les meilleures conditions parce qu'à chaque fois, il les mettait dans des positions difficiles, soit on perdait la balle, etc. Donc la défense, était compliqué pour eux de faire quoi que ce soit derrière et ils sont fatigués à passer là 3 quarts de leur temps sur le terrain. Mais malgré tout, il faut être capable de provoquer des turnovers et l'an dernier, c'était pas le cas. Est-ce que tu penses que ce sera la même chose l'année dernière ou est-ce que tu penses qu'on peut réussir à faire mieux cette année? J'espère que ce ne sera pas la même chose, mais encore une fois, comme là, on est en train de se concentrer principalement sur les raisons de s'inquiéter de la saison 2025. Si je devais me faire l'avocat du diable, je dirais que il y a un mix de schéma inadapté et d'exécution, de mauvaise exécution des joueurs qui a fait qu'au final, on ne créait pas de turnover. On avait très très peu de fumbles provoqués et récupérés, pas d'interception. Enfin, voilà, les quarterbacks adverses, les attaques adverses, se sentaient pas particulièrement en danger contre nous. C'est un très bon point ce que tu dis, le fait que la mauvaise performance de l'attaque est une circonstance atténuante qui a fait que les défenses étaient surmenées parce qu'elles étaient tout le temps sur le terrain, donc au bout d'un moment, les joueurs ils sont absolument claqués. Maintenant, c'est aussi un lien à faire avec le point précédent, c'est Shane Bowen a un personnel qui est beaucoup plus adapté à son style, a priori, puisque on va dire que maintenant, dans cette deuxième saison, il a probablement eu plus d'impact sur quel joueur il voulait voir dans les signatures ou à la draft. Et avec les nouvelles additions dont on parlera, peut-être plutôt dans la deuxième partie de cet épisode, on s'attend à du changement. Mais si... Et ça, on se répète, mais en fait, s'il n'y a pas de changement à ce niveau-là, c'est clair qu'il va y avoir des têtes qui vont tomber en fin de saison parce que tu dis, on vous a changé les joueurs, vous êtes dans un système qui est déjà confortable pour beaucoup de joueurs et en fait, on a le même résultat. On ne va pas repartir sur une troisième saison comme ça ne sert à rien. Ouais. Et le côté l'attaque joue mal, donc la défense est beaucoup sur le terrain, on peut le voir aussi dans l'autre sens. Là, je me contre-argumente moi-même, mais ça peut être la défense ne récupère jamais le ballon et passe beaucoup de temps sur le terrain parce qu'ils se font driver ou ils prennent des TD. Et du coup, l'attaque n'a pas beaucoup le ballon et ne peut pas faire grand-chose. Bon, ça peut être dans les deux sens. Là, on avait quand même l'année dernière
des drives assez longs par moment, mais qui malheureusement n'aboutissaient pas souvent à des points. Mais on avait, je crois, une des attaques qui passait quand même pas mal de temps sur le terrain. Par contre, on perdait aussi un petit peu la balle. Il y a eu des fumbles, notamment de nos running backs. On a vu Singletary faire des fumbles. On a vu, comment il s'appelle, Tracy Junior faire aussi des fumbles. Donc ça, c'est des erreurs. Et puis, ça, c'est le pire pour une défense. Tu sais, la défense fait le taf. Elle arrive à arrêter, mettons, 4e down, machin, punt, ok, super. Elle sort du terrain, elle se repose, il commence à regarder un peu les photos, à discuter. Puis là, boum, il se passe un truc, il y a un fumble de ton attaque. Ouah, merde, t'es obligé, tu reprends ton casque, t'as pas le temps de te reposer, c'est parti, tu retournes. Ça, c'est difficile pour une défense. Mais dans l'autre sens aussi, quand tu as une attaque qui a un peu plus de mal, ce que tu as envie, c'est que tu aies une défense derrière qui arrête rapidement l'attaque adverse pour te redonner une chance assez vite de retourner sur le terrain. Et ça va passer par notamment faire des turnovers, mais aussi être capable de mettre la pression sur le QB de manière assez forte. Et ça, on va avoir des bons espoirs là-dessus. Voilà, j'ai un point qui m'échappe, que je n'arrive pas à retrouver. Je voulais dire autre chose, mais c'est pas grave, j'ai oublié. Le 4e point par rapport à donc, des raisons de s'inquiéter, c'est qu'il y a eu des énormes changements dans notre QB room. Il y a un seul quarterback qui a survécu à l'an dernier, c'est Tommy DeVito, qui était notre quarterback 3. L'an dernier, il y a eu beaucoup de changements au poste de quarterback. Vous le savez, il y a eu Daniel Jones qui s'est fait d'abord bencher, puis après dégager très rapidement, qui maintenant est chez les Colts, qui a l'air d'ailleurs de gagner la place de titulaire chez les Colts. Tant mieux, je suis pressé de voir ce qu'il va faire là-bas. Alors, en même temps, quand tu as Anthony Richardson comme compétition, on va dire que la barre est pas très haute, quoi. Ouais, il est capable de belles fulgurances, mais pour l'instant, il n'a pas montré que c'était un quarterback titulaire, ça c'est sûr. Bref, en tout cas, voilà, Tommy DeVito a survécu. Derrière, je vous rappelle, on a récupéré Russell Wilson, qui a priori, le depth chart à l'heure actuelle, c'est Russell Wilson QB1, Jameis Winston QB2, Jackson Dart QB3 et Tommy DeVito QB4, qui va peut-être faire le practice squad, on ne sait pas trop. Il y a des discussions sur est-ce que ça va être Jameis Winston QB2 ou est-ce que Jackson Dart va montrer des très belles choses, il va potentiellement passer QB3. Je crois pas que QB2, pardon, je crois pas que Jameis Winston a envie d'être QB3. Si c'est le cas, à mon avis, il pourrait demander assez rapidement d'être tradé. Il y a pas mal de monde d'ailleurs qui voit un potentiel trade assez rapide de Jameis Winston. On s'en fout, on verra. En tout cas, le point d'inquiétude sur ça, c'est que se passe-t-il si aucun quarterback n'arrive à s'imposer et que les différents choix qui ont été faits ne fonctionnent pas? On sait que Russell Wilson a eu des problèmes avec ses coordinateurs offensifs dans d'autres équipes, il a eu du mal à s'intégrer. Jameis Winston, il a des fulgurances, il a du très bon, du très mauvais, donc ça peut être intéressant sur 2-3 matchs, mais on ne voit pas trop la solution à long terme. Et puis Jackson Dart, c'est un rookie, on ne sait pas, tu n'as pas trop envie de le faire jouer, en tout cas pas trop vite dans la saison, mais si jamais ça se passe très mal avec ses 2 premiers QB, peut-être qu'il sera amené à aller vite, mais tu n'as pas envie de le rusher non plus, parce que du coup, on a vu des expériences de quarterback qui ont été trop vite mis sur le terrain et ça s'est mal passé. Là aussi, c'est une inconnue, mais que se passe-t-il si jamais aucun n'arrive à sortir son épingle du jeu et à l'idée de notre attaque? Ouais, non, on va dire que si on devait imaginer le pire scénario avec les squads de QB qu'on a, je verrais un Russell Wilson qui fait un mois de septembre assez catastrophique et qui, dès octobre, se fait bencher en plein match pour un Jameis Winston. Jameis Winston va peut-être nous faire une ou de bonnes prestations, mais on en a déjà parlé avant, Winston étant Winston, il va aussi nous proposer des prestations absolument horribles. Et comme tu le dis, si tu mets un Jackson Dart trop rapidement sur le terrain, sachant qu'il n'est pas vraiment NFL ready, il a beaucoup de talent, mais il a encore besoin de travailler. Et d'ailleurs, les échos du training camp sont intéressants parce que il se fait apparemment assez souvent intercepter, mais tout simplement parce qu'en fait, en training camp, il sait qu'il est en training camp, un entraînement, parce qu'on n'a pas encore eu de training camp, on a eu les OTA et les mini-camp. Il tente des passes qu'il ne devrait pas tenter en match. C'est le moment de faire des erreurs, donc il va essayer plein de trucs parce qu'il essaie d'adapter son talent à la NFL. Ça, c'est demandé par les coachs. Brian Daboll, ouais, non, bien sûr. J'ai entendu des choses là-dessus où Brian Daboll en fait demande, il dit lance la balle, on s'en fout, c'est l'entraînement, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre que tu sois intercepté. Derrière, tu as des mecs qui vont tenir des comptes sur les réseaux sociaux pour dire il s'est fait intercepter 5 fois en training camp. On en a rien à foutre. Le coach lui demande de le faire. Donc voilà, il ne faut vraiment pas s'arrêter à ça. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais tout ça pour dire que c'est que je préférais en fait, pour moi, une
une bonne saison pour Jackson Dart, c'est une saison où il n'a pas besoin d'être sur le terrain avant décembre. Bah ouais. Parce que si dès novembre, on doit le mettre sur le terrain pour X ou Y raison, hein, ça peut être à cause de blessures, etc. Mais en tout cas, comme tu dis, si avec cette nouvelle escouade de quarterback, un ancien champion du Super Bowl, un ancien premier choix de draft, on n'arrive toujours pas en fait à avoir une attaque qui fonctionne. La seule raison pour laquelle John Mara a gardé Daboll, c'est parce que Daboll lui a dit quand vous me donnez des vrais quarterbacks, je suis capable de faire des merveilles. Bah voilà, si en changeant les ingrédients, tu te retrouves à toujours manger la même merde, bah, change de cuisinier tout simplement. Donc ouais, ça c'est un point très important de voir comment est-ce que les quarterbacks vont s'adapter dans cette attaque. Mais c'est pas le point qui m'inquiète le plus parce que on en a déjà parlé avant. Brian Daboll a été capable de faire des merveilles avec Tommy DeVito. Donc, à mon avis, il devrait être capable de faire quelque chose de positif avec un Russell Wilson, un Jackson Dart et peut-être Winston si on a besoin d'avoir Winston. Les receveurs d'ailleurs ne tarissent pas d'éloges sur Russell Wilson. Hein. Il y a eu, je ne sais pas si tu as vu Wendell Robinson qui dit oh là là, c'est incroyable, la balle elle arrive parfaitement, elle est super facile à catcher, elle est trop bien lancée. Sur les passements, on a vu plein de choses. Hein. C'est vraiment. C'était d'ailleurs, ça m'a fait penser qu'en fait le jeu long, c'était une des grosses. Un des gros points forts d'Eli Manning, hein, rappelez-vous, ces deep balls, elles étaient vraiment incroyables. Et c'est exactement la même chose avec Russell Wilson. Et c'est exactement ce que cherche Brian Daboll. Brian Daboll, il a besoin, ok, il aime bien driver, etc. Mais de temps en temps, il va t'envoyer un tracé long et il a besoin que ce tracé long soit catché, je sais pas, 35-40% du temps parce que ça te change complètement un drive ou même un match de réussir un jeu Ça force les de défenses 45, à 50, 60 reculer. yards. Ouais, ça force les défenses à reculer. Si Voilà. la défense sait que si elle est trop proche de la ligne d'engagement, qu'elle risque de prendre une bombe de 40-50 yards parce que Russell Wilson a trouvé un Malik Nabers tout seul en one-on-one, eh ben, ils vont pas pouvoir être proche de la ligne d'engagement, à défendre la Ouais. course, à défendre le jeu court, etc. Mm. Donc ouais, bien sûr, on a besoin de ça. Et c'était d'ailleurs un des problèmes à l'époque quand on avait Saquon Barkley, c'est que c'était difficile pour lui parce qu'il y avait 25 mecs dans la boîte à chaque fois qu'il devait prendre la balle parce qu'on n'avait pas de jeu long. Voilà, donc, et là, pourquoi aux Eagles ça marche bien? Parce qu'ils ont des receveurs et parce qu'ils ont un jeu qui est multifacette et donc c'est très difficile à arrêter, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc on a vraiment besoin de ce jeu long. On a un Malik Nabers, rappelons, qui est tout à fait capable de faire ça. On a Darius Slayton qui est tout à fait capable de faire ça. On a Jalin Hyatt qui a encore beaucoup à prouver, même tout à prouver d'ailleurs, parce que pour l'instant, il n'a absolument rien fait, qui est capable de faire ça aussi. Donc, les armes, elles sont là et on a un quarterback qui s'est lancé loin. Donc, les armes sont là. Si la O-line tient, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir faire ce genre de choses. Et on va aborder le dernier point, parce qu'on est déjà à quasiment une demi-heure de podcast. C'est un point que tu avais relevé et que je trouve très juste, c'est la blessure des joueurs clés et pas seulement potentielle blessure qui peut arriver, mais le fait qu'ils reviennent de blessure. Tu as cité Dexter Lawrence, tu en as parlé tout à l'heure. Paulson Adibo qui revient de blessure. D'ailleurs, Paulson Adibo qui est un ajout et qui lui est très fort en termes d'interception. Il avait des stats absolument incroyables à ce niveau-là. Andrew Thomas, Malik Nabers qui a été plusieurs fois blessé l'année dernière aussi, qui était aussi peut-être trop impliqué dans le jeu de passe avec Watt Milpass qui était lancé dans sa direction. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui te viennent en tête et surtout, qu'est-ce que ça peut être l'impact pour toi de ces joueurs qui sont clairement là, les 4 que j'ai cités, des joueurs ultra clés dans cet effectif? Ouais, alors si on les prend en ordre d'importance, selon moi, donc pour moi, le premier, c'est Andrew Thomas qui s'est fait donc, ce qu'on appelle une entorse de 10 francs. C'est pas forcément une fracture du pied, mais en gros, il s'est blessé au pied. Et Andrew Thomas, pour le moment, au journaliste, il n'est pas encore prêt à dire qu'il sera de retour pour la première semaine. Alors, on l'a vu lancer le premier pitch, je crois, pour les Yankees il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus si c'est les Yankees ou les Mets. Ouais, Bon, c'est bref. Yankees. Ouais. Mais en tout cas, il y a des journalistes qui font ouais, bon, il prend appui sur son pied, etc. Bon, ça va, je pense pas que ça demande beaucoup d'efforts pour faire ce qu'il a fait, mais c'est sûr qu'il tient debout, donc c'est un bon signe. Mais ce qu'on a vu l'année dernière, c'est que dès qu'on a perdu Andrew Thomas, notre ligne offensive s'est complètement effondrée parce qu'on avait certes Edwin Menor et Runyon qui faisait du bon boulot, on avait Roten qui était correct mais qui n'est pas élite. Mais on a besoin en fait de cette ligne qui soit en bonne santé pour avoir tout qui fonctionne, pour avoir un quarterback qui est protégé, pour avoir un jeu de course
Donc voilà, donc ça c'est la première blessure. La deuxième, c'est Dexter Lawrence. Alors, blessure au coude, ça m'inquiète moins qu'à la limite une blessure au genou ou au pied pour un lineman, mais faut voir dans quel état il revient. En fait, ce qui me fait surtout peur, c'est, tu vois, que Dexter Lawrence, le Dexter Lawrence de 2025 ne soit plus le Dexter Lawrence qu'on a vu les saisons précédentes, qui en fait fait sans pression en 3 saisons, alors que le deuxième de la ligue, il en fait que Il en fait 12. 23. Donc, non, mais c'est ça, hein, c'est vraiment. Ah ouais, c'était une domination absolue, mec. Il n'y a aucune comparaison en ce moment. Ouais, ça, c'est clair. Exactement. Donc, j'espère qu'il a encore de belles années devant lui, Dexter. Et puis, Paulson Adibo, il s'est donc fait une fracture du fémur l'année dernière contre les Broncos. Ça faisait assez peur. Mais là, a priori, il est bien remis parce qu'il faisait un saut périlleux 2 jours avant la free agency. Bon, voilà. Et Malik Nabers, il a eu commotion. Et là, en ce moment, il ne participe pas aux OTA minicamp. Il n'a pas participé aux OTA minicamp parce qu'il avait une blessure de taille. Mais Brian Daboll dit qu'a priori, il devrait être de retour pour le training camp. Ouais. Blessure à l'orteil. Je crois que ça a sauté quand tu as dit le mot orteil, mais c'est aussi. Ah oui. Ouais, donc et voilà. puis après, Donc, oui, je ne peux pas prévoir. Non, et c'est des petites blessures. Ça, c'est plutôt de l'ordre du bobo gênant qu'il faut effectivement soigner de manière. Voilà, on n'a pas eu besoin de le rusher, le faire venir tôt, donc il va revenir tranquillement au training camp a priori. Mais c'est clair que Malik Nabers, on a besoin de lui en forme parce que notre attaque, c'est plus la même quand il n'est pas disponible et la menace longue est forcément différente. Bon, voilà, on a évoqué ces 5 points négatifs. Il y en a quand même beaucoup, évidemment. De toute façon, on sort de 2 saisons catastrophiques, donc c'est évident qu'il y a plein de points négatifs qu'il va falloir lever, et en espérant que cette année, on arrive à faire mieux. Mais maintenant, soyons un peu plus positifs pour finir ce podcast, cette deuxième partie de podcast, et passons côté 5 raisons d'y croire. Donc, on vient de parler des blessures. Tu as évoqué un petit peu la blessure d'Andrew Thomas, où cette O-line était moins bonne en deuxième partie de saison. Enfin, non, je crois qu'il s'est d'ailleurs blessé au 4e ou 5e match. Il a été blessé une grande majorité de la saison l'année dernière. Malgré tout, la O-line était quand même meilleure que celle qu'on a pu connaître, qui était pour le coup catastrophique, où c'était quasiment un sac à chaque action. Et je pense que Daniel Jones n'était pas pour rien non plus aussi. On l'avait déjà évoqué. Certains sacs étaient de son fait. Alors oui, Russell Wilson n'est peut-être pas aussi mobile qu'il a été pendant un temps, mais bon, je pense qu'il a plus de pocket awareness qu'un Daniel Jones. Dans le premier point positif qu'on a mis, c'est a priori, on espère en tout cas voir une vraie amélioration du jeu de passe. Ça passe par quoi? Ça passe par une O-line qui tient le coup, ça passe par des nouveaux QB et ça passe par des wide receivers qui, depuis l'année dernière avec Malik Nabers, quand même ont une autre dimension. Quand tu passes Darius Slayton en wide receiver 2, c'est quand même bien plus intéressant que d'avoir un Darius Slayton wide receiver 1. On a Wendell Robinson qui est quand même très intéressant et qui est capable de faire des belles choses. On a parlé de Jalin Hyatt. Il y a quand même des receveurs. On a Tyden, c'est pas des superstars au niveau poste de Tyden, mais qui sont quand même capables d'aller faire certains catchs, et notamment Theo Johnson, qu'on espère vraiment step up cette année. Donc, si on prend ce combo O-line a priori amélioré en espérant qu'Andrew Thomas soit disponible rapidement, quarterback, on passe quand même d'un Daniel Jones à un Russell Wilson qui, là, on parle d'un quarterback Hall of Fame, il n'y a pas trop de doute là-dessus, donc c'est pas n'importe qui, et même s'il arrive dans sa quarantaine, je pense qu'il a encore de belles choses à proposer. Avec les Steelers l'année dernière, il avait fait des choses très intéressantes, et des wide receivers qui sont meilleurs qu'il y a 2-3 ans. Globalement, quand on prend tout ça, on a quand même l'impression qu'on peut avoir un jeu de passe. J'ai dit qu'on peut, mais je dis qu'on devrait. Je pense qu'on devrait voir un jeu de passe. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, peut-être, avec le coaching staff. Quel est ton avis, toi, sur ce jeu de passe qui a vraiment été problématique depuis de nombreuses années maintenant? En fait, j'ai envie de dire depuis qu'on a drafté Daniel Jones quasiment. En fait, quand on voit ce que Malik Nabers a été capable de faire la saison dernière, il a loupé 2 matchs, puisqu'on a joué 15, et il avait comme quarterback Daniel Jones, il a eu Tommy DeVito et le gars de Seattle dont le nom m'échappe, Drew Lock, merci. Drew Lock et Boyd, on a oublié Tyler Boyd. Oui, parce qu'on a eu 4 QB, un mec qui est arrivé à l'arrache, il était en train de manger des McDo, on a dit tiens, toi viens, faut être quarterback, viens jouer 5 minutes. Quelle catastrophe. Voilà. Donc, avec tout ce monde-là, Mike Nabers, c'est quand même 109 réceptions sur 170 passes dans sa direction, 1204 yards, 7 TD. Rien que ça. Donc, moi, je me dis, à partir du moment où en fait, tu as un vrai QB, où tu as Russell Wilson qui arrive à distribuer le ballon,
ça devrait s'améliorer parce que les défenses vont pas pouvoir forcément trop se concentrer sur Mike Neighbors. Parce que oui, tu peux mettre un double team sur Mike Neighbors, mais dans ce cas-là, Russell Wilson, il va envoyer à un Darius Slayton qui est complètement capable d'attaquer différents niveaux du terrain. Il peut te faire de la passe courte, comme de la passe moyenne, en profondeur, hein, ou de la passe longue. C'est un joueur qui est extrêmement sous-coté dans la ligue pour moi, Darius Slayton. Et puis Wan'Dale Robinson, c'est le petit slot receiver shifty qui va prendre la screen et récupérer 10 yards. Donc ouais, je suis assez enthousiaste de voir ce nouveau jeu de passe. Et tu parlais aussi des tight ends. En effet, on attend un peu plus de Theo Johnson. On veut voir s'il peut step up. Donc ouais, c'est un gros point d'encouragement pour moi. Et il ne faut pas oublier aussi l'impact que peut avoir le jeu de course sur le jeu de passe. Parce qu'avec Tyron Tracy, qui est un joueur qui a montré qu'il pouvait être dangereux et qui nous a vite fait oublier Saquon Barkley, sur le papier, les défenses, elles doivent se dire, mais en fait, est-ce que je me concentre sur le jeu de passe et du coup, je suis complètement vulnérable à la course ou vice-versa? Et en fait, quand tu ne peux pas faire ça, tu es obligé d'avoir une défense qui est un peu équilibré, mais qui va forcément pêcher sur l'un ou sur l'autre. Ouais, on a complètement besoin de ça. De toute façon, on ne peut pas être dans une seule direction sur l'attaque. Il faut qu'on soit capable de faire tout. Et tu évoquais Tyron Tracy. Alors oui, ça remplace. C'est pas le talent de Saquon Barkley, évidemment, mais c'est quand même une saison à plus de milliards entre la course et la passe cumulée. C'était la première fois, d'ailleurs, on avait déjà dit, mais qu'il y a 2 joueurs rookies qui dépassent les milliards. Donc Malik Neighbors et Tyron Tracy, si on doit encore une fois appuyer sur la qualité de la draft de l'an dernier. Rappelons aussi qu'on a Cam Skatebo qui est arrivé, qui va vraiment donner une dimension de puissance qu'on n'avait pas vraiment dans ce jeu de course. Un mec capable d'aller gagner du short yardage, capable d'aller surprendre, casser des plaquages, etc. Fidone, on va pas trop en parler, mais on a quand même envie de voir ce qu'il peut donner sur cette attaque. Est-ce qu'il est capable d'aller faire un peu de réception? Parce que Fidone, avant il s'est beaucoup blessé malheureusement, mais il était dans les meilleurs tight ends en termes de recrutement au collège. Donc voilà, ça peut être une belle attaque. Et moi, en fait, si vraiment moi j'ai un souhait cette année, j'aimerais vraiment qu'on retrouve une attaque qui est capable de faire des big plays, qui est capable d'aller marquer des TD, et qu'on arrête de se faire chier à regarder les matchs des Giants, et qu'il y ait un peu d'action, et qu'on arrive à marquer des points, et qu'on dépasse de manière assez régulière les 30 points, quoi, parce que c'est fatigant d'avoir cette attaque qui nous met 10 points, 12 points, 15 points. Franchement, moi, ça me gave à un point incroyable. Donc, j'ai envie d'avoir une attaque qui performe et qui met des points, quoi. Complètement. Il nous faut des plays de plus de 20 yards. Et d'ailleurs, j'entendais dans un podcast, j'avais oublié ça, mais la seule action de Mike Neighbors de plus de 40 yards, c'est Boyd qui lui a envoyé le ballon. Donc, je trouve ça assez marrant. Ouais. Donc, ouais. Pour moi, c'est la principale raison d'être positif, enfin d'être enthousiaste en tout cas sur cette saison, c'est de se dire on a un jeu de passe qui est largement amélioré et ça devrait être... Ouais, je pense que clairement, ça va être moins chiant de regarder les Giants cette année et qu'on va voir souvent des actions qui seront dans les meilleures actions de la semaine. En tout cas, je l'espère. J'espère aussi. Je croise les doigts en tout cas pour ça. Très fortement lié à ça, on l'a déjà plus ou moins répondu, mais on était quand même assez encouragé pour le deuxième point sur le progrès de la O-line. Avant la blessure d'Andrew Thomas, c'était assez évident, et Illuminor l'a dit en interview plusieurs fois. Il a dit, mais regardez comment on était au début de saison, on avait vraiment une cohésion, machin, etc. Donc ça, c'était quand même positif. Après la blessure, je le redis, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ils étaient quand même à un niveau supérieur par rapport à la nullité de notre O-line qu'elle a été il y a quelques années, où là c'était vraiment catastrophique. C'était le focus de tous nos problèmes, c'était centralisé là-dessus. Je pense quand même qu'il y a vraiment une progression. Les joueurs vont entamer une deuxième année ensemble. Il y a l'arrivée de Marcus Beau aussi qu'on a récupéré à la draft. On espère que ça va être un choix intéressant et qu'il va être capable d'apporter quelque chose. En termes de centre, on va espérer quand même une amélioration aussi de notre joueur de troisième année. Comment il s'appelle? John Michael Schmitz. John Michael Schmitz, parce que c'était...
on va dire moyennasse l'année dernière, et je pense qu'ils peuvent faire mieux que ça. Mais globalement, il y avait plus de cohésion, c'est-à-dire récupérer les stunts, les fameux les D-line croisent. Bah, ça, avant, il suffisait qu'ils croisent une fois, il n'y avait plus personne, on ne savait plus qui prendre, et c'était sac automatique. Ça, l'année dernière, il passait le joueur et récupérait l'autre joueur derrière, c'était quand même bien mieux géré. On a sorti une progression, on espère une continuité dans cette progression. Et ça aussi, je pense que ça peut avoir un impact très positif sur notre jeu, à la fois jeu de course et jeu de passe, parce que voilà, quand ta O-line ne tient pas, en fait, bah, tu peux juste rien faire dans ton attaque, malheureusement. Tu as beau avoir toutes les stars en wide receiver. Si tu n'as pas 2 secondes pour lancer le ballon, c'est juste pas possible. C'est mort, exactement. Mais l'arrivée de Carmen Bricillo l'année dernière a été une valeur énorme pour les Giants, parce que, en effet, même sans Andrew Thomas, on avait une meilleure O-line. Je pense que ce qui est encore plus positif cette saison, c'est que si tu regardes notre line titulaire qui tient toute la saison, c'est le meilleur scénario, c'est Andrew Thomas, John Runyan, John Michael Schmitz, on va dire Greg Van Roten pour le moment en garde droit, mais peut-être Evan Neal, et puis Elemenor. Mais en fait, je pense qu'on a aussi gagné en qualité de profondeur de banc, parce qu'on ne se repose plus sur un Aaron Stinney ou un Josh Ezeudu pour prendre la relève s'il le faut. On a quand même signé Jameson, qui est donc un swing tackle. Stone Forsyth, je ne sais pas trop quoi en penser, mais bon, j'espère ne pas... Lui, c'est un vrai tackle. C'est la diff, c'est qu'à l'heure actuelle, le problème qu'on avait, c'est que même si les mecs sont pas incroyables, il faut qu'on fasse jouer des vrais mecs qui sont vraiment tackle pour remplacer nos tackles, et pas des gardes qu'on a positionnés tackle parce qu'on n'a rien d'autre. Ça, c'est un problème. Ouais. Et Forsyth, je crois que c'est un tackle de métier qui a vraiment joué cette position-là. Donc... Ouais, donc en fait, d'ailleurs, Forsyth et Hudson, ils ont principalement joué right tackle. Donc je pense que dans un scénario où Andrew Thomas se blesse, tu peux mettre Elemenor côté gauche, il est capable de le faire. Ouais. Et tu mets Hudson ou Forsyth côté droit, ça c'est sûr. Ouais. Et effectivement, tu as eu raison de le rappeler, Evan Neal qui a été replacé en poste de garde. Hein. C'est un peu sa dernière chance, la saison de la dernière chance. Est-ce qu'il va être capable de faire quelque chose au poste de garde? Et je suis étonnamment enthousiaste. Je ne sais pas si c'est la bêtise de ma part, mais... Ouais, je pense que ça peut être un très bon move. Il a résisté, il ne voulait pas le faire. Et puis, cette saison, il s'est rendu compte que de toute façon, s'il ne le faisait pas, il était cuit. Donc, et encore une fois, Carmen Bricillo est le coach qui peut faire redémarrer sa saison. Et bien sûr, on ne l'avait pas drafté pour être garde, mais si on peut au moins en tirer quelque chose à ce poste-là, bah, je prends. Ah, mais s'il devient un garde titulaire normal plus, moyen plus, écoute, je préfère ça plutôt que de devoir s'en débarrasser parce que le mec n'est pas au niveau. Donc voilà. Mais il a quand même, il avait sur le bloc de course, il a des stats qui sont bonnes et il a de la puissance et il n'y a pas de doute physiquement, c'est un monstre. C'est juste que il y a un truc qu'il n'arrive pas à assimiler au poste de tackle et espérons qu'il arrive à s'en sortir parce que si on arrive, je pense qu'il peut être un upgrade par rapport à John Runyan, pas John Runyan. Van Roten. Van Roten, merci. Donc ça peut être un bel upgrade. Pour continuer sur l'attaque, un troisième point positif, le play calling qui revient à Mike Kafka. On rappelle que quand on a fait la saison il y a 3 ans, playoff, victoire contre les Vikings, c'était Mike Kafka qui était play caller en attaque. Il y a eu une saison entre-temps et après, on a récupéré comment il s'appelle, Brian Daboll a décidé de récupérer ce play calling en se disant ça va pas, je suis pas satisfait, je vais reprendre le play calling. Et puis finalement, on se rend compte que on était assez satisfait. On se disait putain, c'est cool, c'est une bonne idée. Il faisait ça très bien, oui, il faisait ça très bien, mais quand il faisait que ça en fait. Il faisait pas ça très bien quand il était aussi head coach. Et c'est difficile de faire tout. Certains y arrivent. Je crois que chez les Chiefs, ils le font et ça a l'air de plutôt bien se passer, a priori pour eux. Maintenant, je pense que la saison dernière était une preuve que c'était pas forcément le fort de Brian Daboll, d'être à la fois head coach d'une équipe, donc c'est-à-dire des special teams plus une attaque plus une défense, et en même temps appeler les jeux pour l'attaque, ça n'a pas été une vraie réussite. Donc là, il rend ce play calling à Mike Kafka. Comment tu vois les choses? Est-ce que vraiment, toi, tu le vois comme un point positif et tu penses que ça peut de nouveau améliorer notre attaque? Ouais, je pense que c'est un point positif parce que pour rappel, donc on est allé en playoff en 2022 avec Mike Kafka qui était coordinateur offensif. L'attaque était la 15e de la ligue en points marqués et 4e en rushing yards. Donc c'était avec bien entendu Saquon Barkley dans l'équipe à l'époque. Le jeu de passe,
était pas terrible, mais on faisait pas de turnover. On était premier en interception lancée, dans le sens on en lançait très très peu. Donc tout ça, c'était extrêmement positif. Après, il faut pas non plus oublier qu'il y a une raison pour laquelle Kafka a perdu son play calling, parce que on s'est pris, c'était quoi? C'était 40-0 contre... Non, on avait marqué contre les Cowboys en première semaine de 2023 ou pas? Je sais plus. Ah non, je crois qu'on prend 40-0, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est 40-0. Et puis après, on se prend une première mi-temps, on se prend un 28-0 contre les Cardinals la semaine suivante, avec un comeback. Donc ça, c'était la raison pour laquelle Daboll a complètement pété un câble en disant, mais en fait, je te repasse plus le play calling parce que tu fais de la merde. Je pense que Kafka, depuis, il a eu le temps d'apprendre. Il a avalé un peu des couleuvres à devoir refiler le play calling à Brian Daboll. Mais Mara a clairement fait savoir que pour lui, ce serait mieux que Daboll se concentre sur la gestion de l'équipe et que le play calling soit confié à quelqu'un d'autre. En l'occurrence, ce sera Kafka. Et Kafka, si on regarde un peu d'un point de vue micro, Kafka, si lui, il a envie de voler un peu de ses propres ailes, bah, il a intérêt à avoir une bonne saison comme coordinateur offensif pour qu'on lui propose des postes de head coach à droite à gauche en NFL, si c'est ce qu'il vise en tout cas. Donc, ouais, je vois ça comme une bonne chose. Et j'espère en fait qu'il va bien s'entendre aussi avec Russell Wilson, qui aura une bonne connexion, parce que on n'a pas envie d'avoir une situation comme on a eu chez les Broncos, où en fait Peyton appelait un jeu et Wilson en fait appelait son propre jeu sur la ligne d'engagement. Quel enfer! Le mec, il a rien à foutre, il écoute même pas ce que lui dit le coordinateur dans le casque et il appelle le jeu qu'il a envie. Ça, non, ça c'est un enfer. Alors tu peux toujours évidemment changer le jeu sur la ligne de scrimmage. Il y a souvent plusieurs options qui sont proposées, mais de là à dire j'en ai rien à foutre et je fais ce que je veux, ouais, là c'est clair qu'il y avait un problème. Et je crois que chez les Steelers, il y avait eu des soucis comme ça aussi à la fin. Donc c'est une petite inquiétude qu'on peut avoir avec Russell Wilson en espérant que ça se passe bien cette année. Maintenant, on va plutôt passer sur la défense. Et il y a 2 points spécifiques. Je commence par lequel on va commencer par le pass rush qui, a priori, sur le papier, on revient à un pass rush. Je ne vais pas dire gabarit Super Bowl comme on a eu à l'époque où on était capable de faire tourner et quand on faisait sortir un Hugh Manuara, il y avait un Justin Tuck qui rentrait, après un Michael Strahan et c'était la folie et les O-line adverses, elles en chiaient jusqu'au bout du match et on n'arrêtait pas, sans compter sur les DT qui à l'intérieur de la ligne faisaient du bordel aussi. Mais malgré tout, quand on pense aux joueurs qu'on a actuellement sur notre defensive line et sur les extérieurs avec des edges comme on va avoir qui sont capables de foutre un bordel monstre, c'est peut-être un des trucs les plus excitants à l'arrivée de la saison, c'est ce bordel que vont être capables de foutre ces joueurs versus les O-line adverses. Est-ce que toi aussi, tu trouves que c'est un des points les plus... moi, j'ai envie de voir ce pass rush à l'œuvre contre les attaques adverses. Ouais, non, mais c'est clair. Tu en as parlé tout à l'heure, en début de saison, on menait quand même la Ligue en 2024 en sac. Et on avait, dans notre pass rush, on avait pour rappel Kevin Thibodeau, Brian Burns et Dexter Lawrence, qui étaient les principaux artisans de cette stat. Pour moi, on a un pass rush qui n'a fait que s'améliorer. On a récupéré, donc on a encore ces jours-là, on a récupéré Abdul Carter au premier tour, mais on a aussi Abdul Carter, attendez les gars, juste Abdul Carter, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais sur le papier de ce que on voit de lui, ça a l'air d'être un monstre absolu. Ça peut être un game changer, ce mec-là. Donc tu rajoutes ça en plus des joueurs que tu as déjà cités, ça peut être monstrueux. Ah, exact. Mais en fait, il y a... Tu as Abdul Carter, et puis tu penses aussi aux autres signatures de la Free Agency qui ne sont pas des joueurs premium, mais ça reste quand même des bons joueurs. Je pense surtout à Chauncey Golston des Cowboys, qui en fait, faut pas l'oublier. Qui est un bon joueur, qui sur la ligne en fait sera un bon soutien aux côtés d'Dexter Lawrence. Tu as aussi Roy Robertson Harris qui sera dans la rotation, qui est une option C. Et ne pas oublier Darius Alexander, les coachs pendant les OTA. On dit beaucoup de choses, de bonnes choses sur ce rookie
qui, à mon avis, va avoir du temps de jeu. Donc ça va justement aider énormément, notamment Dexter Lawrence. Dexter Lawrence qui n'aura pas besoin de passer 80% des snaps sur le terrain. Il va pouvoir peut-être se concentrer à faire 70% et ça fera toute la différence. Je préfère en fait un Dexter Lawrence qui est 70% du temps sur le terrain mais à fond que 90% et complètement cramé en fin de match. Ouais. Ça, c'est clair et net. Et la rotation, moi j'adorerais de voir justement les troisièmes tentatives avec Thibodeau, Burns et Carter et Lawrence sur le terrain. Ouais. Et là, tu es une O-line, tu fais on bloque qui, les gars? Tu poses un cierge et tu dis allez, c'est parti. Non, mais attends, le truc, c'est que tu es obligé de mettre un double team sur Lawrence. Donc, tu as 3 joueurs qui sont en one-on-one contre Burns, Carter, Thibodeau. Et ils vont. Tu peux demander à ton tight end d'aller bloquer aussi, hein, n'oublie pas. Mais bon, oui, ça reste malgré tout des joueurs en moins pour aller catcher des ballons. Donc, dans tous les cas, c'est Exactement. Et donc, ça va être génial à voir. Franchement, j'ai hâte de voir ça sur le terrain. Ouais, moi aussi. Et en espérant que tous nos espoirs ne soient pas ruinés au bout de la deuxième action de la saison où il y aura une blessure et qu'on ne verra plus jamais rien. Malheureusement, on ne peut pas le savoir. Ça nous mène directement au dernier point de ces 5 points. Et j'en ai un point bonus aussi que je voulais te proposer. Le dernier point, c'est que là, on parle de cette D-line, mais en fait, globalement, c'est toute une défense. Et ça, on l'a évoqué tout à l'heure quand on parlait des raisons de s'inquiéter. On a commencé à en parler un petit peu, mais c'est toute cette défense qui a été upgradée au moins en termes de personnel. Sur les corners, on a vu des problèmes l'an dernier, c'était difficile. On a rajouté Adibo, qui est quand même pas n'importe qui et qui est capable de faire des belles choses, et notamment sur la partie turnover, balles typées, etc. Il a montré qu'il avait vraiment cette capacité à jouer le ballon. On a été chercher... comment il s'appelle en safety, Javon Holland. Depuis qu'on a laissé partir McKinney, il y avait potentiellement une petite fébrilité, même si je trouve qu'on avait quand même des safety qui étaient OK avec Tyler Nubin notamment. Là, quand on imagine Tyler Nubin, Javon Holland, ça a l'air quand même pas mal. Plus, n'oublions pas, comment il s'appelle les noms m'échappent, j'aurais dû regarder les noms avant. Dane Belton. Dane Belton, voilà, qui à chaque fois qu'il est sur le terrain, moi je trouve qu'il est impactant. Il a fait pas mal d'interceptions en fait depuis qu'il a été drafté. Donc tout ça l'un dans l'autre fait que tu as quand même linebacker. Moi je trouve qu'on a quand même des linebackers qui sont bons. J'ai pas trouvé que ça a été un problème sur nos dernières années à chaque fois sur la position de linebacker. Donc quand on voit tout ça en fait, j'ai envie d'être assez optimiste et j'ai l'impression que sur le papier c'est une défense qui, si les schémas sont bien appelés et si Shane Bowen fait du bon boulot, peut très largement être dans la première partie, dans le top 15 des meilleures défenses de la Ligue. Enfin, pour moi, si on n'est pas dans le top 15, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Ouais, complètement. Cette free agency a été vraiment concentrée sur la défense. La draft, pour moi, c'est plus équilibré parce que dans la mesure où tu fais un trade-up pour récupérer un quarterback, même si tu as drafté plus de joueurs défensifs, le quarterback, ça pèse plus. Mais pour moi, Shane Bowen n'a plus d'excuses. Je pense qu'il a pu un peu se cacher derrière le fait qu'il n'avait pas exactement les joueurs qu'il voulait, qu'il avait des joueurs qui ne se donnaient pas à fond. On pense à Dante Banks. Là, on a quand même une secondary qui est bien meilleure que l'année précédente, je trouve. Et à la limite, le seul poste qui n'a pas vraiment été amélioré, c'est inside linebacker. Mais comme tu l'as dit, c'est pas un poste qui était un poste à problème. Okereke est un véritable capitaine défensif et McFadden loupe moins de plaquages qu'il n'en loupait il y a quelques saisons. Moi McFadden, j'adore. Je suis fan de donc c'est bien. Bien sûr, tu veux toujours améliorer tes joueurs, mais pour le moment, j'ai pas vraiment d'inquiétude sur le poste de linebacker. Donc, si on a un pass rush qui est capable de mettre la pression sur les quarterbacks adverses, ça veut dire qu'il va y avoir des pizzas qui vont être lancées de temps en temps. Et si là, on ne fait pas des interceptions, mais je ne sais pas ce qu'il faut, quoi. C'est pas possible. En plus, comme tu l'as dit, Adibo, c'est un gars qui est quand même assez agressif et qui va provoquer des interceptions, qui est physique. Donc ouais, moi, je veux voir des fumbles, je veux voir des interceptions, je veux voir des TD défensifs. Ouais. Et tu disais, il est physique. J'écoutais, je ne sais plus quel podcast c'était, mais un insider qui disait je l'ai vu en vrai
En fait, je crois qu'il appelle ça les grown-ass man. C'est voilà, c'est un daron, quoi. Physiquement, il est beaucoup plus imposant que ce qu'il n'y paraît en réalité. Et en fait, on a un duo de corners qui sont des corners physiques, qui n'hésitent pas à plaquer quand. Voilà. Bon, on évoquait ces problèmes l'an dernier, voilà, qu'il y a pu y avoir, mais en tout cas, c'est des corners physiques. C'est pas du petit corner gringalet. Là, voilà, sur le plan physique, c'est des monstres. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à être au niveau? On l'espère. Est-ce qu'ils vont éviter les blessures? On l'espère aussi. Mais encore une fois, là, on peut que parler sur le papier. On peut dire que ça. La saison n'a pas commencé. On a envie de voir cette défense à l'œuvre et on a envie de voir ce qu'ils sont capables de faire et on espère ne pas être déçus parce que voilà, il y a eu des améliorations et le boulot a été fait côté front office pour récupérer les bons joueurs. Donc on va voir si ça se traduit vraiment sur le terrain, mais on l'espère en tout cas, à la fois pour notre défense mais également pour notre attaque. Ouais, tout à fait. Dernier point, alors j'ai rajouté juste un petit point bonus, et ça c'est un truc qu'on avait évoqué, c'est pour moi une grosse différence de mentalité sur les joueurs, et ils l'ont dit, hein, on en a parlé plusieurs fois, nous, d'interviews de différents joueurs, coachs, etc. Cette mentalité on va pas dire si on traduit ça fait bizarre, de chien, mais de dog, limite tu l'écris D-A-W-G, un peu en mode, voilà, c'est un petit peu... gangster, mais ça traduit en fait cette volonté de foncer tête baissée dans un mur s'il y a besoin pour aller éclater un mec en face. Ça, c'est la différence d'un roster d'il y a 3 ans versus les 2 dernières drafts où on fait venir des mecs, un Brian Burns, mec. Brian Burns, l'année dernière, il a joué blessé de A à Z, quasiment toute la saison. Il a rien lâché, il a été là tout le temps, il a fait des sacs, il a fait des strip sacks, il a montré l'exemple, même quand ça allait pas bien. On a évoqué Scam Katebo. Scam Katebo, tu le disais, il met les épaulières de son frère et il fonce dans des poteaux téléphoniques. Le mec, il a un grain. Littéralement, c'est ça qu'on veut. Hein, littéralement, il fonce dans des poteaux téléphoniques, quoi. C'est bon, bref. Littéralement, Abdul Carter, c'est pareil. C'est Malik Nabers, mec. Malik Nabers, c'est la même mentalité. Il va pas aller plaquer des mecs, c'est pas son rôle. Mais c'est cette mentalité, cette confiance en lui qu'il a absolue de pouvoir faire le jeu à n'importe quel moment. Oui, c'est ça. Et en fait, Jackson Dart, c'est exactement pareil. Jackson Dart, tu le vois, il y a des actions. Alors, on l'a déjà évoqué aussi, il ne veut pas tomber, ça pourra peut-être lui amener parfois des blessures en NFL s'il n'est pas plus intelligent que ça, mais je me souviens, quand Daniel Jones, à des moments, il faisait ça, il ne faisait pas plaquer, il va marquer le TD, etc., ça te galvanise complètement une équipe, et ça peut vraiment changer. On a besoin de cette mentalité-là, et c'est le facteur X, à mon avis, qui peut amener ce petit plus cette année, c'est cette mentalité de gagnant et de refuser de perdre vraiment absolument de tous nos joueurs qui vont être prêts à tout pour porter la franchise vers le haut. Et ça, je pense que ça peut changer des choses. Ouais, non, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, ça me rappelle la saison 2022 quand Brian Daboll arrive. Le fait que Daboll ait la niaque a emmené toute l'équipe et tout le monde était derrière lui. On se rappelle de Brian Daboll qui gueulait sur le terrain, le fist pump, etc. Et là, en fait, tu rajoutes à ça une nouvelle QB room avec un gars qui a remporté un Super Bowl, qui en effet se retrouvera au Hall of Fame, et puis un rookie qui a eu beaucoup de succès au niveau universitaire et aussi pas mal de bagou. Bon, le bagou, ça ne te marque pas des TD. Mais non, c'est sûr que on a vu la saison dernière, plus personne ne croyait en Daniel Jones, même si tout le monde a un peu râlé quand il s'est fait dégager. Mais Daniel Jones était trop gentil quelque part. Je ne pensais pas que c'était un problème avant, parce que Eli Manning était trop gentil, mais Eli Manning il était trop gentil, mais il produisait sur le terrain, donc il pouvait être gentil. Tandis que là, il était gentil comme ça, mais il était méchant dans ses passes et quand il fallait jouer, il jouait. Et il se relevait tout le temps et c'était la diff. C'est clair, ça c'est clair. Donc non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu dis, il y a une mentalité différente. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors ça ce n'est pas nouveau, mais en gros, il y a Russell Wilson qui a organisé un camp avec pratiquement toute l'attaque, enfin tous les joueurs de passe. Il n'y a pas la ligne offensive. Ils sont en Californie. Ils ont fait ça pendant quelques jours. Alors Daniel Jones faisait ça aussi avec ses receveurs les saisons précédentes. Hein, donc ça, c'est quelque chose d'assez commun, mais en tout cas, il y a une énergie qui se dégage de cette équipe qui fait plaisir et on sent bien que c'est l'intersaison parce qu'on se permet de rêver
Donc j'espère juste Ouais. que ce rêve ne sera pas brisé, comme tu dis, dès la deuxième action de la saison régulière. Ouais, et tu dis le bagou, ça marque pas de TD, mais par contre, une confiance, la confiance que tu peux avoir, une confiance en toi que tu peux avoir, elle est communicative aux autres joueurs. Et quand tu es receveur, quand tu es all-line, au moment où tu es dans le huddle, si ton quarterback n'a pas confiance ou qu'il n'est pas serein, tu le ressens et malheureusement, ça se répand sur l'intégralité de ton attaque. Si par contre, ton quarterback, il est là, il annonce le truc, on y va, machin, et tu sens que la manière dont il prononce le jeu, il dit ça, il dirige les mecs, on fait ça, il arrive, il est serein, etc. La manière dont il s'exprime pendant le huddle et la manière dont il appelle le jeu, etc. Et ben ça, c'est indirect, c'est pas une balle lancée dans une bonne direction, etc. Mais ça, malgré tout, ça transpire sur les autres joueurs. Et je pense quand même que ça peut changer des choses. Et ça va être le cas avec Russell Wilson aussi. Tu l'as dit, un quarterback qui a remporté un Super Bowl, qui va être Hall of Fame, qui a cette renommée, et voilà, et ben ça, les joueurs, ils le sentent et ils sentent une confiance émaner d'un joueur comme ça. Et ça peut vraiment te changer les choses par rapport à un Daniel Jones qui était peut-être malheureusement trop gentil à certains moments et qui était un bon garçon, mais qui n'avait pas cette rage de vaincre. Parfois, il a eu ces moments-là où on le voyait s'exprimer un petit peu, mais on a besoin de plus et il faut faire plus. Ouais. Non, c'est clair. Enfin, voilà. Ok, Thiago, on a fait le tour. Ce sera intéressant justement d'avoir un retour de nos auditeurs qui nous disent s'ils pensent à d'autres raisons de s'inquiéter ou au contraire de s'enthousiasmer. Mais ce qu'on veut surtout que vous reteniez, c'est les raisons de s'enthousiasmer. C'est pour ça que Plax a décidé de terminer par cette partie pour qu'en fait on termine sur une bonne note plutôt qu'une note un peu déprimante. Quoi. Ouais. C'était l'objectif. Bon, n'hésitez pas dans les commentaires, soit sur YouTube, soit sur. Je ne sais pas si on peut commenter sur d'autres plateformes, mais si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire. Dans les commentaires, il y a souvent des gens qui commentent des choses. C'est toujours intéressant. On va toujours lire ce que vous racontez. Donc voilà. Si vous pensez à d'autres raisons auxquelles on n'a pas pensé, ben voilà, n'hésitez pas. Et puis voilà, merci Thiago d'avoir été présent pour ce podcast. On est mi-juillet, là, il y a le training camp qui va commencer, donc on va continuer. Et là, ça va revenir tranquillement. Là, on est vraiment dans la période creuse où il ne se passe plus rien, il n'y a plus d'entraînement, il n'y a plus rien, mais ça va remonter dès mi-juillet. Et puis les matchs de pré-saison, bah là, il y a cette petite excitation de voir Jackson Dart. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un quarterback rookie qui va nous faire des matchs de pré-saison, donc ça va être. Moi, je suis pressé de suivre ça. Pour une fois, la première fois depuis 6 ans, je vais être intéressé de regarder des matchs de pré-saison. Clairement, pareil. Voilà. Allez, merci à tous. On vous dit à très bientôt sur le podcast. À plus tout le monde. Ciao. Ciao.